donc il est intitulé La radioexposition de l'entourage après le traitement par Lutathera et prédiction de durée à hospitalisation en fonction de données pré-thérapeutiques. Donc il s'agit d'une étude bicentrique de nos centres Saint-Antoine d'une part et IGR d'autre part. Alors, donc le contexte de Lutathera, le non commercial lutetium 177 autotrectoïde en France, il s'agit d'une radiothérapie interne vectorisée, donc, qui est pour les tumeurs neuroendocrines, le DNE, bien différencié avec une surexpression de SST2. Donc après une période ADU, donc ADU de cohorte nominative, comme tu l'avais déjà expliqué tout à l'heure, donc récemment il y a une AMM qui est accordée en France pour le traitement des DNE GPE, c'est-à-dire gastro-endéro-pancréatique, inopérable ou métastatique, progressive, bien différenciée et exprimant le récepteur somatostatine chez le patient adulte. Donc c'est bien précis la condition de l'AMM. Alors, la problématique qui motive l'étude, c'est que la radioexposition dans l'entourage chez les patients qui ont été traités par Lutathera, c'est-à-dire du personnel médicaux, personnel paramédicaux, des proches ou de l'environnement, cela va conditionner la durée d'hospitalisation, donc qui est la source de controverse en France. On ne sait pas, est-ce que c'est en France, en tout cas, c'est pas formel, est-ce que ce traitement pourrait être ambulatoire. Donc le petit rappel sur le dosimétrie, donc l'effet de rayonnement ionisant sur le vivant, donc à partir de source, on a le premier facteur de pondération en fonction de rayonnement, ça nous permet de calculer les doses équivalentes, donc en fonction de particules, les neutrons ou les particules alpha sont la pondération plus importante, neutrons notamment de forte énergie, par rapport au rayon gamma ou rayon X. Ensuite, on a un facteur de sensibilité tissu, c'est-à-dire les moelle osseuse, le gonade ou bien les cristallins sont plus sensibles que les os, les épithermes. Donc à partir de, on va essayer surtout notre travail se focaliser sur le calcul de doses équivalentes, donc exprimées en sievert. Alors donc l'objectif de cette étude, c'est l'évaluation des doses à mettre chez les patients traités par Lutathera, avec objectif de prédire la durée de l'hospitalisation en fonction de données pré-thérapeutiques. Donc matériel et méthode, il s'agit d'une étude bicentrique de non-Saint-Antoine d'une part et IGR d'autre part, qui est prospective observationnelle, qui est prévue pour une durée totale de 2 ans, donc chez les patients qui sont atteints de DNE, qui sont adressés pour le traitement de Lutathera, et on a prévu faire 50 séries de mesures. Donc encore un matériel méthode, donc on va utiliser des radiamètres, c'est-à-dire le détecteur débit dose. Donc pour deux noms, on a le Identifier N9V, et puis pour IGR, on a le ATI 123. On a fait une grosse calibration qui permet d'établir une corrélation, vraiment une concordance entre les deux détecteurs. Donc, une petite parenthèse sur la capacité, donc il permet de détecter, c'est un appareil assez sensible, parce que ça permet de détecter à 0,01 microsievert par heure jusqu'à 1 sievert par heure. Donc là, ça couvre bien le champ, et avec une fenêtre énergie compatible avec notamment la radionucléide visée, c'est lutetium 177. Voilà, donc là, c'est ADI 123, et là, c'est l'Identifier. Donc, comment ça se passe l'étude? Après l'information et consentement du patient, on va recueillir des données clinico-biologiques préalables, donc le type de DNE, le sexe, l'âge, créate, au calcul de la clairance, fonction rénale, IMC, et puis la durée d'évolution biblioténétique, est-ce qu'il existe une rétention vésicale, enfin, en tout cas sur l'imagerie, est-ce qu'il y a une rétention. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va recueillir les données d'imagerie fonctionnelle, si possible, issu d'une TEP TTM avec analogue la somatostatine marquée en Kalium 68, Totatat, exceptionnellement, essentiellement Totadoc, qui fait un deux noms, ou bien à IGR, ils ne font pas de TEP avant, donc je vais essayer de récupérer de scintigraphie à l'octréoscan. Alors comment ça se passe? Une mesure, donc je vais effectuer une mesure de débit de dose à 1 mètre le patient, que j'appelle DDI, en deux points de topographie différents, deux zones anatomiques. Donc premièrement, on regarde du sternum pour évaluer qu'on appelle zone thorax, et deuxièmement, on regarde la vessie pour évaluer la zone pelvis. Donc je fais la mesure toutes les meilleures, toutes 30 minutes après la fin de l'administration du Lutathera, c'est-à-dire que le patient est toujours sur perfusion des acides aminés, parce que je rappelle, les acides aminés sont vraiment à visée anti-protection rénale. Alors dans le traitement du Lutathera, on a déjà enlevé
le traitement radionucléique. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucune source radioactive n'étant présente dans le champ au moment de mesure. Et je fais au maximum 7 mesures, c'est-à-dire au plus tard environ 3h30, 4h après la fin de traitement. Donc voilà ce que je juste illustrais. Donc à 1 mètre, je mesure en face le thorax et à 1 mètre en face de la vessie. Donc le thorax et la vessie. Donc le principal résultat, donc je vais faire comme rapidement. Donc la durée de l'étude à ce jour, il y a 1 an et 9 mois se sont découlés. Donc le début de l'étude c'est en mai 2016, aujourd'hui. À ce jour, j'ai eu 35 séries de mesures sur 19 patients différentes. Donc 20 à Denon-Saint-Antoine et 15 à l'IGR. C'est-à-dire que finalement je fais appel à l'IGR depuis août 2017 parce que le recrutement à Denon-Saint-Antoine ça va pas tenir, en tout cas on n'a jamais 50 séries de mesures, donc à partir de août j'ai déjà 15 mesures à l'IGR, donc il traite pas mal du TADERA, enfin pas du TADERA. Alors pour l'instant, dans la statistique sur 15 sur 19 patients, il n'y a pas de différence significative entre les caractéristiques des patients, notamment en ce qui concerne le sexe, la taille, le poids et l'IMC. Alors, donc, concernant les résultats principaux, donc, on constate qu'il existe une variabilité interindividuelle non négligeable en ce qui concerne la décroissance et TDI, parce que j'ai essayé de quantifier ça par le demi-vie. Donc en fait, le demi-vie, la décroissance moyenne est environ 2,5, mais qui varie entre 1,5 à 4. Donc l'écart d'hyper est relativement important. Donc, pour le résultat principal, ce qu'on constate, c'est que le débit de dose, le TDI, que ce soit pour le thorax ou le pelvis, sont toujours inférieurs à 40 microsieverts par heure pour toutes les mesures à la fin. Au bout de 3h30, 4h, tous sont inférieurs à 40 microsieverts. Et pour la plupart des patients, c'est-à-dire 16 sur 18, ils sont inférieurs à 25 microsieverts par heure. Et on constate aussi la majorité, la plupart des patients, en tout cas le TDI, il passe le seuil de 40 microsieverts par heure en moins d'1 heure. Je rappelle, le 40 microsieverts par heure, c'est le seuil légal en France pour laisser partir un patient. Enfin, en tout cas, quitter le service de médecine nucléaire. Alors, concernant le résultat secondaire, donc, on constate que le TDI, il y a une meilleure reproductibilité au niveau de la zone thoracique par rapport à la zone pelvis, parce que c'est logique, parce qu'en fait, au niveau, on regarde vessie, il est souvent conditionné par le fait que si le patient est allé uriner, donc il est lié aux mictions, alors qu'au niveau thoracique, il s'agit d'une décroissance plutôt régulière, alors qu'en face de la vessie, il y a souvent des variations. On constate à certains moments la radioexposition il augmente, après il rebaisse en fonction si le patient il a uriné. Ensuite, ce qu'on constate actuellement, ce qui ressort, en tout cas pour les données précliniques, on constate que la fonction rénale est associée de manière statistiquement significative à la rapidité de décroissance de débit qu'on quantifie en demi-vie. Donc, si le patient a insuffisance rénale, parce que la condition pour faire le traitement par l'UTADERA, c'est qu'il faut la fonction de filtration glomérulaire soit supérieure à 40, mais moi j'ai quelques patients qui sont proches de 45-50, là eux ils ont une rétention plutôt importante, ce qui est plutôt logique. Par contre, il n'existe pas d'association statistiquement significative pour les autres données clinico-biologiques que j'ai annoncées avant. Alors, deuxième donnée intéressante, c'est qu'en fait, la masse tumorale qu'on a quantifiée, on a essayé de quantifier grâce aux données imagerie fonctionnelle, semble être aussi associée de manière statistiquement significative. Donc, pour le TEP Totadoc, vu que c'est des données TEP, en tout cas, la machine, ça nous permet de calculer une espèce de volume tumoral biologique, donc s'il s'agit de données quantitatives, alors que je suis en train de discuter pour la scintigraphie à l'octroscan, on n'a pas de moyen de quantifier l'étendue de la masse tumorale. On va passer en stade, en termes pour quantifier les données, on va essayer de passer en catégoriel. Est-ce qu'il est, genre en stade 1, 2, 3, 4, ou est-ce que c'est très étendu, moyennement étendu, pas très étendu? On est en train de discuter ça pour... Alors, c'est juste pour illustrer un peu. Donc, chez ce patient-là, donc on voit, il s'agit d'une élimination qui est relativement rapide, parce qu'en fait, le patient, au début, il est déjà en dessous le seuil de 40. Ensuite,
il descend bien, et puis vers la fin, il était déjà, c'est entre 10 et 15 microsieverts par heure. Le carré, c'est sternum, et puis le vessie, c'est le triangle. Chez ce patient-là, donc, pour corréler à la donnée de Totadoc, pré-thérapeutique, donc effectivement, il y a quelques lésions au niveau hépatique, ganglionnaire et péritonéal, mais l'étendue des lésions n'est pas très importante. Alors, chez ce patient-là, par contre, on voit qu'il a passé le seuil de 40 au bout de 3 heures, et après, au bout de 237e minute, il reste quand même assez élevé, donc environ 35 microsieverts par heure, que ce soit sur le sternum ou le vessie, alors que au niveau de l'imagerie, c'est c'est clairement qu'il y a une atteinte beaucoup plus disséminée par rapport à le patient que je montrais. Donc la radio nucléaire, puisqu'ils vont tous fixer sur les lésions, donc il y a une rétention beaucoup plus importante. Voilà donc quelques discussions. Donc voilà, je reviens sur l'objectif qui motive l'étude, c'est que est-ce que le traitement Lutathera peut se faire de manière ambulatoire, en tout cas pour la raison de radioprotection. Il s'agit d'une source de controverse en France, parce que selon la littérature, il y a une controverse parce que d'une part, la recommandation internationale publiée en 2004 et en 2009 par des agences de protection radiologique et l'Agence internationale d'énergie atomique autorise de ne pas, ça c'est un consensus international, de ne pas hospitaliser les patients qui sont traités par l'udécium 177 s'ils ont une activité entre 7 à 8 gigabecquerels. Et il y a deux publications que j'ai réussi à trouver dans la littérature, c'est que d'une part c'est l'équipe de Calais, des Australiens, ils ont trouvé qu'en moyenne le débit de dose, ils sont inférieurs à 25 microsieverts par heure, déjà à 2 heures après la fin de traitement de Lutathera. Et l'autre équipe, Packer, ils ont trouvé aussi qu'au bout de 24 heures, eux ils ont gardé le patient en hospitalisation, ils le mesurent un jour après, le débit de dose à 1 mètre, il était très faible, c'est-à-dire à 7. En tout cas, il ne dépasse pas 10 microsieverts par heure. Mais l'ASN en France a recommandé quand même le patient traité par Lutathera soit hospitalisé durant au moins 24 heures. Donc c'est ça la source de la controverse. Donc les éléments de notre étude, ils plaident pour l'absence de nécessité, en tout cas, de hospitaliser pour la raison de radioprotection chez les patients qui sont traités par Lutathera. Parce que la plupart des patients, en tout cas, ils passent le seuil légal en espace de 1 heure. Et puis ça, c'est un seuil qui est un peu établi à 100 Antoine avant. Donc on dit que s'ils sont inférieurs à 20, on aimerait bien que le patient, en tout cas c'est pour les patients qui sont traités par irathérapie, on aimerait bien que les patients sont inférieurs à 25 microsieverts par heure en moment de sortie, mais ce qui est le cas globalement ici. Parce que la plupart des patients, je répète, plus 16 sur 18 patients, en tout cas, je pense que de tête, 33 sur 35 de mesures, ils ont moins de 25 microsieverts par heure à la fin de traitement. C'est-à-dire le patient, en fait, je dis à la fin de traitement, c'est le patient, ils enlèvent la perfusion aux acides aminés. Parce que c'est logique, les patients ne vont pas aller rentrer chez eux avec la perfusion. Donc je pense qu'il n'y a aucune contre-indication, en tout cas, de laisser sortir les patients pour raison de radioprotection. Donc, encore le suite discussion. Donc, l'intérêt des zones thoraciques, qui est défini par sternum, c'est sa meilleure reproductibilité. En plus, il s'agit d'un repère anatomique qui est relativement invariable, parce que notamment chez le patient, comme c'est le sternum, chez les patients qui ont une obésité type anthroïde, là, on ne va pas varier la distance, donc c'est toujours sternum. Alors, la zone pelvis, ce qui est intéressant, c'est que parce qu'en fait, le pelvis, son hauteur correspond au niveau de la tête des enfants. Or, les enfants sont plus vulnérables vis-à-vis de rayonnement ionisant, donc on fait plus attention. Donc on a quand même bien vérifié que tous les patients, ils ont à la fois moins de 40 microsieverts, à la fois pour le thoracique et pelvis. Donc sur le plan légal, normalement on est bon. Et puis la plupart, ils ont aussi inférieur à 25, que ce soit sur le thorax ou le pelvis. Donc il n'y a pas de souci. Alors, donc dernièrement, donc, le données, des résultats secondaires permet de dégager le fait que, en fait, chez le patient, en fonction de la fonction rénale, ou bien l'étendue le volume tumoral qui ont été quantifiés par l'imagerie fonctionnelle préalable, ça nous permet de sélectionner une minorité des patients pour lesquels on pense qu'une hospitalisation pour radioprotection va être nécessaire. Donc ça va améliorer la visibilité et la prise en charge de ces patients.
Donc en conclusion, cette étude suggère que la plupart des patients traités par l'UTADR n'ont pas besoin d'être hospitalisés dans le service de médecine nucléaire pour des raisons de radioprotection, et que la fonction rénale, les données issues de l'imagerie fonctionnelle, notamment le TEP, permet de prédire la durée d'hospitalisation de patients qui en nécessitent une. Et je vous remercie. Discussion. C'est marrant. Voilà, donc la discussion, c'est que tu as donné les recos de la CIPR 2009. Ouais. C'est que la CIPR disons, actualisant tous les 5 ans, si vous l'avez publié déjà en partie, ils vont incorporer vos données, et comme l'IRSN s'alimente des rapports de la CIPR et que l'ASN suit les recos de l'IRSN, je veux dire mécaniquement, on peut imaginer que l'ASN ne va pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux recommandations de l'IRSN qui utilise les travaux de la CIPR, je ne sais pas si ce sera la CIPR 2015, parce que là c'est la CIPR 2009. Puisque voilà, c'est déjà, sauf si vous adressez directement à l'IRSN pour qu'ils court-circuitent le cycle de la CIPR. De toute façon, les 3A qui sont promoteurs de cette étude, ils sont vraiment intéressés parce qu'ils disent que non seulement en France, et puis surtout après avec tous les traitements PSMA, lutetium, il y a une bonne reproductivité, en tout cas la portée de cette étude. En plus ici, on se présente dans les cas plutôt, en PSMA, on ne s'attend pas à avoir ce genre de lésion, ce genre l'étendue de volume tumoral PSMA. Après, on ne sait pas si... Alors il y aura justement, tu auras la réponse parce que à l'APRAMEN, comme tu le sais, puisque tu es secrétaire général de l'APRAMEN, en mai il y a la réunion commune avec la SOFRA qui est le lutetium 177 dans tous ses états. Donc quel que soit le ligand auquel on va l'accrocher, il y aura les présentations qui comparera justement ces gammes d'indications et ces résultats. Voilà, donc on aura de nouveau un rafraîchissement sur le lutetium 177 en thérapie. Mais c'est très intéressant, c'est très bien. Moi je l'avais fait. La France est le seul pays où on recommande l'hospitalisation. Oui, je pense. Ah ouais, parce que moi j'ai affaire à un groupe, ils ont aucun personne hospitalise. Personne. Ils hospitalisaient de mémoire lors des premières cures pour surveiller la tolérance. Ou si le patient vient de loin, pour des raisons un peu d'organisation, voir s'il était particulièrement vulnérable. C'est ça. En tout cas, médical, organisationnel, jamais radioprotection. Voilà. Donc, on est d'accord. C'est très bien. Alors, merci beaucoup.